La deuxième table ronde, j'appelle le colonel Samir Yaker, école de guerre, infanterie, spécialité, renseignement et influence. Le colonel Samir Yaker est chef des effets dans les champs immatériels au CDEC, le centre de doctrine et d'enseignement du commandement. L'armée de terre, en fait, intègre plus que jamais les champs physiques versus les champs non physiques dans le cadre d'une seule manœuvre unique. Je vous en prie, prenez place. En gros, et en un mot, vous êtes le spécialiste du renseignement et de l'influence. On va vous présenter comme ceci. Deuxième participant à cette table ronde, David Naon, un pionnier, pas géologue mais dinosaure, mais enfin un vrai pionnier, directeur de l'innovation pour l'expérience immersive chez Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, quelle belle entreprise, mais déjà au MEDEF, vous l'aviez depuis longtemps, hein, évidemment. Cofondateur et président de l'AFXR, la communauté des acteurs de la technologie immersive et de tous ses usages. Christine Balag, professeure à l'Institut des Mines Télécom, fondatrice du réseau de recherche Good in Tech, membre du comité d'éthique du ministère des Armées et également membre d'un groupe d'experts de l'ARCOM, donc sur la désinformation en ligne, l'IA de confiance et les technologies responsables. Patrick Bézombe, réserviste de la DGA, toute sa carrière à la DGA, un civil, pardon, travaille aujourd'hui pour l'AFNOR, spécialiste de la normalisation de l'IA, normalisation du big data, et vous travaillez actuellement sur la future réglementation européenne. On a parlé de la gouvernance tout à l'heure. Et enfin, Virginie Tournay, biologiste de formation, directrice de recherche CEVIPOF, c'est-à-dire le labo de CNRS et Sciences Po. Et vous faites partie du conseil scientifique de l'OPEXT, c'est l'Office parlementaire qui regroupe donc députés et sénateurs, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Et vous êtes également à l'AID, que tout le monde connaît ici, l'Agence d'innovation de la défense. Vous faites partie de la Red Team. Commençons par vous. C'est quoi la Red Team ? Alors, la Red Team, c'est une initiative qui a été lancée par l'Agence Innovation Défense. Prenez carrément le micro. En 2019, voilà. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Et donc, cette Red Team, donc, en fait, l'initiative, ça consiste à mettre autour de la table des auteurs de science-fiction pour essayer d'imaginer des formes de conflictualité inédites qui se dérouleront sur un horizon 2040-2060. Alors, on n'est pas du tout des spécialistes de la question militaire, on ne fait pas de la prospective scientifique, nous faisons de la fiction spéculative, donc on ne dit pas... Plutôt dystopie, hein, plutôt méchant. Ah bah oui, l'objectif... On n'est pas chez les bisounours. L'objectif, nous, on crée des problèmes, on ne trouve pas les solutions. Voilà, notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'imaginer des choses absolument terribles et d'essayer de penser out of the box. Donc, je vais vous dire que l'équipe Red Team, il y a de tous les genres, il y a y compris des scénaristes, des dessinateurs, il y a des bandes dessinées, tout à fait. Il y a des petits films. En dystopie et en méchanceté, ils sont dingues. Hein. Ils ont inventé des trucs abominables avec des virus. Alors, il y a des bactériologies, il y a tout. Tout à fait. Et donc, sur le métavers. Alors, donc ce qu'on essaye, c'est vraiment d'accentuer des signaux faibles. Et on a travaillé un scénario qui s'appelle Chronique d'une mort culturelle annoncée. Et à partir de ce scénario, on a poussé à l'extrême la numérisation de toutes les composantes de la société, de sorte que dans ce monde, dans cette expérience de pensée, il devient pratiquement impossible de distinguer ce qui relève de la réalité de ce qui relève de la manipulation. Mais il me semble qu'en Chine, ils ont déjà fait, ils en sont là, non ? Mais là, c'est un point où, en fait, on arrive donc dans une société où chaque citoyen est en mesure, en fait, de modifier son champ perceptif. Donc là, on n'est plus en présence de technologies de captation de l'attention, on est en présence de technologies qui sont en mesure de capter les perceptions. Donc, par exemple, si vous êtes végane, vous pouvez gommer de votre champ perceptif toute boucherie, toute présence de viande dans les assiettes. Si vous êtes platiste, vous pouvez transformer votre univers en imaginant, effectivement, en projetant une terre plate. Donc c'est vraiment votre champ perceptif qui est modifié. Et la conséquence de cela, c'est qu'on arrive à une balkanisation radicale de la réalité. Oui. Et donc la conséquence, c'est comment penser l'intérêt général. Bon, revenons à le métavers, espace de confrontation. David Naon, il y a une chose fondamentale avec le métavers,
c'est qu'on n'est plus du tout dans les réseaux sociaux. C'est plus que la 3D. Alors moi, j'aime bien parler de réseaux spatiaux. Voilà, spatiaux. Oui. En fait, ce qui va beaucoup changer, c'est que dans ces réseaux-là, le corps est présent. En tout cas, si on part du principe, et c'est mon cas parce que ça fait 25 ans que je fais de la réalité virtuelle, je vois le métaverse forcément avec des interfaces d'interaction et de perception immersifs, donc en gros très près du corps, ce qui va nous permettre, à travers l'incarnation de ces avatars, à travers notre présence via ces avatars auprès des autres, à travers notre perception à très faible latence de ces mondes-là, vraiment d'être dans ces mondes, avec son corps. Donc finalement, d'interagir dans des espaces, donc cette notion spatiale. Et ça, du coup, ça change carrément tout, parce que, entre autres, ça ne se passe pas aux mêmes endroits du cerveau. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que ces technos immersives, elles sont extrêmement en rupture par rapport à ce qu'on a pu connaître jusque-là dans le monde du digital. C'est que ces interfaces très près du corps permettent de stimuler des parties de notre cerveau qui sont sous-corticales, et donc plutôt notre partie animale que notre partie intelligente. Et ça a plein de conséquences, potentiellement fabuleuses, potentiellement dystopiques. Potentiellement fabuleuses, commençons par là très rapidement. Le fait que je redeviens un peu le cerveau limbique, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? C'est que je suis... Oui, c'est ça. Vous connaissez mieux, le casque va mieux me connaître que presque moi je me connais? Oui, mais je ne suis pas certain que ce soit ça la perspective fabuleuse. Parce qu'en fait, les GAFA qui aujourd'hui se sont bien gavés de nos données ont réussi à nous manipuler, entre autres, parce qu'on n'était pas complètement conscient de leur présence quand on est en face d'un smartphone, et que cette addiction qu'on a certainement, pour beaucoup, développée en scrollant compulsivement, il n'est pas dit, et je crois qu'Alexandre Boucher le disait tout à l'heure, il n'est pas dit qu'on le retrouve dans un monde où finalement on habite, on est avec notre corps, et donc, quelque part, si on est dans ce monde, certes virtuel, mais en tout cas pour mon expérience, elle est quand même relativement réelle, et que je vous dis, venez là, il y a un truc super à voir, viens voir, il n'est pas dit qu'on y aille, en fait, tout simplement parce qu'on aurait des réflexes qui seraient nos réflexes qu'on aurait dans le monde réel. Et donc, quelque part, ces IA et toute cette surveillance capitalisme peut ne pas s'exercer dans ces mondes-là, et on peut retrouver des réseaux de confiance, des espaces de confiance dans des sous-parties du métaverse, entre guillemets, dans lesquels on va retrouver des personnes avec qui on a envie d'être pour faire des choses faire des choses qu'on a envie de faire. Et donc, ça peut être des familles, des groupes d'amis qui partagent des passions, des activités et qui travaillent dans ce Très intéressant. Votre première réaction, David, c'est de dire « aïe, 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 attention, houille, danger ». Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick ou Christine? Christine, je rappelle que vous êtes, entre autres, avec l'ARCOM. Est-ce que ces craintes légitimes, vous avez déjà pris en compte? Oui, je pense que le métaverse va quand même devenir un espace de lutte informationnelle absolument majeur, oui. Pour différentes raisons, et certaines ont été évoquées jusque-là. Et je reviens juste sur quand même l'historique des réseaux sociaux pour bien montrer qu'en fait, il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs. Si on se remet en 2003, 2004, 2006, l'arrivée de YouTube, Facebook, Twitter, les gens rêvaient parce qu'effectivement, des applications de lien social, on pouvait se connecter avec des gens partout dans le monde, avec des produits gratuits. Je rappelle que c'était gratuit pour des raisons de modèle économique. On est en 2022. On sait qu'aujourd'hui, ce sont des plateformes de diffusion massive de désinformation et on a des technologies massives de persuasion avec des algorithmes qui modèrent, avec des algorithmes qui amplifient certains contenus problématiques. Donc, qu'est-ce qui change en fait dans le métaverse? Premièrement, ce sont les données captées. Ça a été dit plus ou moins par certains intervenants, c'est-à-dire on a des données aujourd'hui du cerveau humain. Donc, on a des données sur la pensée des gens, on a des données sur peut-être les désirs des gens, qui je veux faire disparaître, qui je veux faire venir dans cet univers. Donc, on a beaucoup plus de données sur les individus. Deuxième critère, c'est l'immersion. L'immersion, c'est les théories de Szymanski du flow, c'est-à-dire que
les meilleurs environnements immersifs, ce sont des environnements qui mettent l'individu dans de la réalité complètement virtuelle et donc lui font complètement oublier la réalité. Donc le danger est plus important encore. Le danger est plus important. Et puis je reviens quand même sur ce que vont devenir les deepfakes. Moi je crois que quand même il va y avoir beaucoup d'univers fake, de méta-fake et peut-être beaucoup plus attirants que la réalité. Donc comment on va faire pour prévenir les gens par rapport à ces questions-là? Ça me semble très très important. Moi, il me semble que la question par rapport vraiment au métaverse, qui a aussi, et ça a été dit, des aspects extrêmement positifs, c'est qu'il faut aujourd'hui, sur toutes ces technologies, pour éviter ce qui s'est passé sur d'autres technologies comme les grandes plateformes numériques jusqu'à présent, il faut des observatoires. Il faut des observatoires pour mesurer les effets positifs de ces technologies et les effets négatifs. Et pas se rendre compte dans 20 ans, en fait, qu'on aura créé quelque chose de très problématique. Donc, il faut y travailler dès maintenant. Il faut des observatoires d'éthique, de mesure de tous les impacts sur les citoyens et aussi, quelque part, sur l'environnement, qui est un sujet à ne pas négliger sur le métaverse. Le danger avec le métaverse, qui est encore plus pluridisciplinaire, plus de data, il est encore plus grand que ce que raconte David. Comment faire? Il faut répéter ces deepfakes. Est-ce qu'il y a un début de normalisation? Christine parle d'observatoire. Une fois qu'on a observé, il faut réguler. Oui, tout à fait. Je voudrais revenir faire un parallèle avec ce qui s'est passé pour l'intelligence artificielle, parce que vous allez voir, entre intelligence artificielle et métaverse, finalement, on va suivre probablement la même trajectoire. Au départ, l'intelligence artificielle, c'est surtout un concept marketing. Oui. Voilà. Oui. C'est parce que fondamentalement, l'IA, c'est du logiciel, et du logiciel, ça fait très longtemps qu'on en fait. Deep learning. Le métavers, ça va être aussi beaucoup du logiciel, et on peut même se demander si le métavers, c'est pas aussi de l'IA. Enfin, peu importe. En fait, à un moment donné, on s'est rendu compte que l'IA, c'était un concept marketing, et donc c'était survendu, donc il y a eu des hivers de l'IA, mais comme il y avait une réalité, un besoin, voilà, après un certain nombre d'hivers, là aujourd'hui, c'est un peu le printemps, quoique on n'est pas à l'abri de certaines déceptions. On voit bien que le fameux véhicule autonome va avoir du mal à émerger. Hein. Et on s'est beaucoup posé la question d'une définition de l'IA. Alors c'était très compliqué, parce que comme fondamentalement c'est du marketing. Voilà. Donc, c'est un CRM amélioré. Voilà. Alors finalement, j'ai participé à des réunions, j'ai passé des dizaines d'heures, je ne plaisante pas, des dizaines d'heures en réunion internationale à essayer de trouver une définition de l'IA. Finalement, on a trouvé un truc un peu mou et on a tous voulu passer assez rapidement à autre chose parce qu'on perdait notre temps. Hein. Le vieux truc, si on ne reconnaît pas si c'est un homme ou une machine, c'est que c'est de l'IA. C'est ça. Le test de Turing. Et en fait, chemin faisant, on s'est rendu compte que le problème, c'était pas tant l'IA, parce que on a tous une définition suffisamment flexible pour y mettre un peu ce qu'on veut, un peu comme le métaverse finalement. Et on s'est rendu compte que le vrai challenge, c'était pas l'IA, c'était l'IA de confiance. Et finalement, la question, c'est quoi la confiance et comment on la traduit dans le monde numérique. En fait, toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est la construction de la confiance. Hein. Et la confiance, finalement, quand on essaye de la décomposer, on se rend compte qu'elle a 3 piliers. On a un pilier, et c'est 3 piliers normatifs, finalement. C'est un pilier normatif, la hard law, enfin la loi, la règle, parce qu'on a besoin de règles dures. On a un pilier normatif sociétal, donc l'éthique, hein, parce qu'on a besoin de valeurs, de principes qui ne sont pas forcément de la hard law, mais qui peuvent irriguer d'ailleurs la loi. Hein. Et puis, on a besoin d'un pilier normatif technique, c'est-à-dire qui transforme cette loi dure, cette loi éthique sociétale en règles techniques. On a besoin de ces 3 piliers. Or, aujourd'hui, on se rend compte que dans la construction de la confiance, on a des petites musiques qui nous disent oui, la norme tue l'innovation. Oui, non, la norme elle construit la confiance. Voilà. Et donc, on a besoin de règles. Et on a besoin de lois rapidement parce que finalement, on sait très bien quel est le cycle réglementaire. Si on attend 10 ans avant de faire la loi,
la confiance peut être complètement déstructurée. Voilà. Et donc, c'est des sujets, il faut anticiper. Et si on ne fait pas ça, on va voir que se développer des produits, des comportements et des dépendances, parce que la confiance se construit aussi avec la souveraineté. Mais est-ce que l'AFNOR travaille déjà là-dessus? Est-ce que l'Europe déjà travaille là-dessus? Alors, moi, en tout cas, j'y travaille. Je travaille aussi avec la Commission européenne. Donc, on essaye de réglementer. On essaye Oui, de réglementer. Donc, alors, la Commission européenne, on a une Commission européenne qui est extraordinaire. Vous ne voyez peut-être pas, mais bon, c'est peut-être parce qu'il y a un Français, Thierry Breton, qui est, entre autres, à la manœuvre. Mais, brièvement. Qui essaye de réglementer le numérique et qui veut un numérique souverain, résilient et de confiance, avec l'homme au centre. Et donc, c'est vraiment des valeurs européennes. Et tout ça, ça percole dans la normalisation technique, où finalement, on travaille sur la caractérisation de la confiance, avec des métriques. On a besoin de métriques. Hein. C'est pas que la confiance, ça ne doit pas être que des mots, ça ne doit pas être un concept éthéré. Il y a un écosystème. Patrick, l'Europe a réussi à faire la RGPD. Est-ce qu'on aura bientôt un truc aussi beau, aussi net, aussi pratique que la RGPD? Alors, un an, 2 ans, 10 ans. Sur l'IA, on y travaille. La Commission européenne va nous envoyer une demande de normalisation en soutien de la réglementation sur l'IA d'ici quelques semaines. Il y aura une marque CE sur le métavers. Alors, pas sur le métavers, mais sur l'IA de confiance. Sur l'IA de confiance, donc un peu sur le métavers. Je voulais parler d'un absent, c'est Meta qui n'est pas là. Dans la conférence du Big Boss de Nick Clegg, il dit, voilà les mots que nous devons avoir en permanence: sécurité, honnêteté, transparence, confidentialité, intégrité et inclusion. Voilà, eux aussi sont préoccupés par, pour être crédibles, il faut la confiance, et pour ça, il faut sécurité, honnêteté, transparence, etc. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle des critères de la confiance, oui. Voilà, des critères de la confiance, mais le problème, c'est que souvent, ça ne reste que des mots. Voilà. Oui. Et il faut arriver à objectiver ça et le mesurer. Et beaucoup d'entreprises font de l'ethic washing, hein, ils mettent des mots et derrière, il n'y a pas grand-chose. Après le greenwashing, l'ethic washing. Colonel Samir Yaker, les réseaux sociaux et demain les métavers, ou même dès aujourd'hui, sont une source d'information pour vous. C'est du renseignement, mais c'est une source de désinformation, on l'a vu également, c'est de l'influence. Vous êtes spécialiste du renseignement et de l'influence. Le métavers. Alors, pour préciser et pouvoir répondre à votre question, vous me permettrez d'abord de voir que sur ce sujet de la confrontation, si le métaverse est un lieu de conflictualité, eh bien, finalement, les militaires sont sous-représentés dans cette table ronde. Mais pas sur les terrains d'opération militaire. Ceci étant, si un élément central de mon propos, c'est l'adversaire, le compétiteur ou l'ennemi. Donc, si ça a été absent, et c'est tout à fait normal, de la précédente table ronde. Oui. Et pour reprendre ce que disait le général Mangin, l'ennemi est le meilleur des professeurs, mais ses leçons coûtent cher. Donc, en fait, c'est exactement comme ça qu'il faut appréhender, à mon sens, toutes nos expérimentations. Et si vous souscrivez, comme moi, que finalement, c'est de Marcel Mauss, que la guerre est un fait social total, à ce moment-là, le métavers peut correspondre à cette définition dans ces deux acceptions, le fait qu'il soit social et qu'il ait sa volonté d'agréger les autres métavers. Ceci étant dit, lorsqu'on est face à un adversaire, on doit imaginer qu'on a une stratégie face à lui. Et là, je reprendrai quelque chose qui structure la pensée militaire des armées françaises. C'est le père de la dissuasion française, le général Beaufre, qui disait la stratégie, c'est la dialectique des volontés employant la force pour résoudre leurs conflits. Répétez. La dialectique des volontés, donc l'opposition des volontés, employant la force pour résoudre leurs conflits. Donc on peut imaginer que le métavers soit aussi un lieu d'affrontement et de dialectique des volontés. Ce qui, finalement, peut nous amener à penser, et c'est comme ça que je pense le sujet, les opérations militaires en général et dans le métavers en particulier, doivent être pensées en termes de capital informationnel. J'entends par là, et là ça rejoint ce que vous aviez, le propos de votre question, en termes de gains et de pertes potentielles. Ces pertes et ces gains ayant immédiatement et de manière directe ou indirecte une conséquence sur la liberté d'action du chef, de celui qui décide.
Donc voilà comment on peut appréhender, à mon sens, d'un point de vue militaire, l'engagement ou la construction du métavers. Je fais une incise, si vous le permettez, concernant le métavers militaire. On a dit qu'il existait déjà. Oui, il porte un nom, hein, dans l'armée de terre en tout cas, c'est le théâtre hybride d'opérations partagées qui combine à la fois des simulateurs de différents niveaux et de l'entraînement dans la vie réelle, hein, sur le terrain. Et donc, il y a une juxtaposition, une immixtion de la virtualité dans le réel, puisque le chef, au combat, il a d'autres unités qui sont à ses flancs, derrière lui ou devant lui, et si elles existent virtuellement, elles ont néanmoins des actions qui permettent soit de valoriser, d'amplifier son action, ou au contraire, si c'est l'ennemi, eh bien, ça a une incidence sur sa propre force. Donc vous voyez le métavers, encore une fois, parce que vous êtes militaire et c'est votre devoir, comme un espace de confrontation avec l'adversaire, et vous le voyez comme un capital informationnel. Donc il y a plein d'infos à prendre dedans. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec la phrase du président de la République à propos justement de l'influence et du renseignement qui dit « il faut gagner la guerre avant la guerre » Oui, bien évidemment. D'une part parce qu'on s'installe dans un triptyque. On est dans un triptyque qui part de la compétition jusqu'à la contestation et en allant jusqu'à l'affrontement. Donc la guerre informationnelle, ce qui se situe en deçà du seuil, d'un certain seuil, eh bien, s'inscrit résolument dès ce stade de compétition. Et là, évidemment, puisque vous me posez la question sur l'influence et le renseignement, j'en donnerai deux définitions très simples. Le renseignement, c'est d'abord une réponse à une question. C'est donc une information qu'on va recouper et ensuite qu'on va coter. C'est-à-dire qu'on va y afficher, on va utiliser une grille qui permet de dire allez, ce renseignement est bon à 100% ou à 50% ou à 80%. Et donc on voit bien que la recherche de l'information dans le métavers, eh bien, sera sujette à ce qu'on pourra d'une part percevoir et d'autre part ce que pourra transmettre l'adversaire, le compétiteur ou l'ennemi, ou ce qu'on aura perçu de son comportement. En ce qui concerne l'influence, il y a aussi une définition simple que je vous propose, hein, c'est une inflexion sur le comportement. Ce comportement est déterminé il est déterminé éminemment d'abord par l'attitude. C'est donc une guerre des perceptions, l'influence. Oui. Voilà, c'est en ce sens-là qu'il faut la comprendre. Et si on est concret, puis après, je voudrais la parole aux civils qui sont à côté de vous, mais d'abord à vous. On se rend bien compte depuis 8 mois avec le conflit en Ukraine que les forces morales, comme disent les militaires, c'est-à-dire les citoyens, ont une extrême importance d'un point de vue militaire, d'un point de vue guerrier. Est-ce que vous travaillerez encore plus avec le métavers sur le niveau de citoyenneté, de patriotisme, d'implication des gens? On a cru comprendre que dans le plan de programmation militaire, il s'était rendu compte qu'on avait besoin des civils et qu'il voulait insister un peu là-dessus et que vous auriez peut-être plus d'argent encore demain pour influer sur. Les Français ne connaissent pas l'armée, les Français ne connaissent pas, ils ne sont peut-être pas assez patriotes, pas assez citoyens. Ça se calcule, je ne sais pas si c'est vrai, c'est dans les journaux, donc il y a peut-être une part de vérité. Est-ce que vous allez, travailler plus l'influence? Alors, nous sommes au CDEC dans les armées d'une manière générale, en plein dans ces chantiers, dans ces dossiers. J'en veux pour preuve que notre organisation de pensée, la façon dont on structure la pensée militaire, s'organise autour de, finalement, trois chantiers. Les forces physiques, oui. Les forces immatérielles ou non physiques, à l'intérieur duquel on trouvera les forces morales. C'est un chantier qui avance bien et qui structure la pensée militaire, puisque les forces morales constituent finalement, que ce soit les forces morales militaires ou celles de la nation, constituent finalement la capacité de résilience, la colonne vertébrale de la nation. Sans donner de secret défense, je rappelle que vous travaillez au sein du CDEC sur les effets dans les champs immatériels. Oui. C'est exactement ce dont on parle là. Oui, les champs immatériels, c'est le moral des troupes. Alors là aussi, des civils. Là aussi, c'est une combinaison. Comme je vous l'ai dit, on ne cherche pas à dissocier les champs physiques des champs non physiques ou immatériels. On les a définis pour des raisons opérationnelles. On les a définis comme étant la convergence des champs du champ informationnel. Je pourrais revenir éventuellement sur ce sujet-là, de l'environnement électromagnétique et du cyberespace. Donc, il s'agit pour les armées de manœuvrer à la fois dans les champs physiques
et dans les champs non physiques. Et d'ailleurs, l'horizon, pour nous, on appelle ça l'état final recherché, il est relativement près, puisque selon les directives du chef d'état-major de l'armée de terre, l'armée de terre, pour ce qui me concerne, doit être capable de manœuvrer dans l'ensemble des champs pour 2025, c'est-à-dire demain. Alors, refaisons le tour de table. On est d'accord que le métavers, c'est le passage du réel au virtuel. Et enlevons le mot passage pour faire confrontation. Est-ce qu'il y a des confrontations entre le physique et le réel? Avec ce point de vue-là, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vous dites? On commence par vous. Alors, moi, je voudrais réagir sur 2 points. La notion de confiance et la dimension émotionnelle du métavers qui ont été évoquées. Sur la dimension de confiance, ce qui est effectivement extrêmement important, c'est que ce n'est pas simplement un état psychologique ou une dimension émotionnelle. C'est un élément de relation. Et c'est un élément de relation qui va relier le citoyen aux groupes, aux institutions publiques. Donc, et ce qui est très important dans cet élément de relation, c'est qu'il est dicté aussi par 3 composantes que la langue anglaise décline très bien. La notion de trust, donc la confiance en termes de... On va avoir éprouver une sympathie pour une personne, on va lui faire confiance sans que ce soit nécessairement objectivable. C'est presque la foi. La dimension de confidence, donc là qui est davantage une croyance dans l'efficacité d'un système donné. Donc là, on va chercher des critères objectifs pour donner des gages de confiance. Et puis, il y a la dimension d'accountability, donc cette idée qu'on va avoir confiance dans une organisation parce qu'elle nous rend des comptes. Et ce qui est intéressant actuellement dans les réseaux sociaux, par exemple type Facebook, et qui est même assez inquiétant, c'est qu'on peut voir qu'il y a un petit transfert de prérogatives, je dirais quasi régaliennes. Par exemple, la notion de sécurité, la fonction safety check de Facebook, où vous déclarez dans des situations de catastrophe que vous êtes toujours en vie, c'est une prérogative qui est quasi régalienne et qui s'appuie directement sur le trust. Donc, moi, ce que je trouve assez dangereux en termes de confrontation, c'est comment, en fait, ces univers, les réseaux sociaux qu'on connaît bien et peut-être le métavers, si ça se développe, vont modifier la perception que peuvent avoir les citoyens de la puissance publique, avec des formes de concurrence indirecte au niveau de certaines prérogatives. Donc ça, c'était le point de la confiance. Et l'autre aspect sur lequel je voulais réagir, c'était la dimension émotionnelle liée au métavers. Dans le contexte de guerre classique, c'est une situation de passion collective. Dans les situations de guerre, on assiste à une bascule, à une transmutation brutale, radicale des valeurs morales, sociales, économiques. Et aussi, on est dans une situation de simplification de la réalité, dans les passions. Le métavers est capable, artificiellement, de nous plonger dans ces situations-là. C'est dans le métavers, on peut créer les règles morales qu'on veut, et donc, ce qui est assez inquiétant, c'est cette forme de désynchronisation, je dirais, des communautés émotionnelles, qui vont rendre la régulation politique extrêmement complexe. Parce que une fonction politique, une régulation politique réussie, c'est quand on arrive à administrer les émotions d'une société. De l'ensemble de la société. De l'ensemble de la société. Et pas de secteur. David, passage du réel au virtuel, du physique au virtuel, sous l'angle de la confrontation. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est déjà dans une espèce de guerre culturelle, en fait, au sein de ce qui est en train de s'industrialiser, qui sont ces réseaux spatiaux dans lesquels des grands acteurs, plutôt américains, sont en train de réguler. Vous avez parlé de pouvoir régalien. Pour moi, on est complètement là-dedans. Il y a des lois, il y a des monnaies, il y a des sanctions, éventuellement des bannissements, il y a des transactions entre les personnes. Ça, dans le monde réel, c'est géré par les gouvernements. Lesquels gouvernements sont élus dans des démocraties par des citoyens qui ont décidé que les règles qui allaient s'appliquer émanaient d'une espèce d'intelligence collective. Alors, on peut contester ça, mais grosso modo d'un espèce de consensus républicain, au moins démocratique. Ouais. Et aujourd'hui, cette culture et cette mainmise qui n'était peut-être pas volontaire à l'origine, mais qui est en train d'arriver, pour moi, c'est une forme d'envahissement
Tout simplement parce que les valeurs américaines, et en particulier de la Silicon Valley, sont nourries par l'imaginaire d'Hollywood, en fait. Si on y réfléchit, regardez les travaux de Pierre Musso, entre autres, qui est un philosophe, sociologue, qui a beaucoup parlé de l'imaginaire de l'industrie. Et en gros, ce que projette Hollywood sur la société, c'est l'industrialisation de fantasmes qui émanent de ces fictions. Iron Man, Elon Musk, pour moi, c'est exactement la même chose. Et donc, cette projection de cet imaginaire où, finalement, les valeurs clés sont la réussite personnelle, financière, la puissance industrielle, médiatique. Combien de milliards Twitter 14 ou je sais pas combien. 13,5, ouais. 44, il y avait un 4, mais voilà, énorme. Non, le nombre d'utilisateurs. Ouais, non, de dollars de transactions. Donc, David, cette puissance... Ouais. David, on est d'accord que tout le monde ne va pas à la même vitesse quand on parle. Il y a des gens qui sont déjà ailleurs, entre guillemets, dans d'autres mondes, dans des métavers ou dans des univers de réseaux sociaux. Ça veut dire toujours l'espace de confrontation, ça veut dire qu'il n'y a pas que Hollywood, il y a TikTok, il y en a plein d'autres. Et il y a les Trumpistes qui sont d'autres univers. Comment faire demain matin, espace de confrontation? Est-ce qu'il faut essayer d'unifier tout le monde à travers les différents métavers? Alors, est-ce que la France est déjà la France des archipels Moi, j'ai la conviction, code is law, que the code is the law. The code is the law. Ça fait 20 ans qu'il dit the code is the law. Moi, je ne sais pas. Mais oui. En tout cas, on se connaît depuis un certain temps. Ce que je pense, c'est qu'on peut fournir des infrastructures logicielles, donc quasiment des API, des mécanismes codés qui permettent d'interconnecter le jumeau digital, virtuel des individus et ces espaces virtuels qui aujourd'hui n'ont pas réellement de signature. En fait, ils ne sont pas régulés, donc chacun y met ce qu'il veut. On pourrait tout à fait leur donner une identité à ces espaces, structurer ces espaces et dire, par exemple, qu'ils appartiennent à des territoires réels dans lesquels il y a des lois qui ont été construites par des citoyens. Et donc, cette mise en adéquation entre mon identité à moi et ce qui va se passer dans ces mondes-là peut, par exemple, faire l'équivalent du PEGI, donc de dire, voilà, cet espace-là, moi, j'y vais pas, ou je veux pas que mes enfants y aillent, parce qu'il n'est pas sous la régulation, on va dire, européenne, une espèce de RGPD moderne, utilisable, et pas absolument immonde d'un point de vue expérience utilisateur. On est d'accord que personne ne lit le truc. Ouais. Patrick, c'est pour vous ça. Donc notre communauté française, la FXR, le CNXR et toutes ces associations qui réfléchissent à tout ça, et j'espère bientôt avec l'AFNOR en collaboration, souhaitent une régulation, on va dire, by design, qui se matérialise dans du code et qui permette de construire un Web 3 qui ne soit pas aussi terrible que le Web 2 qu'on a connu. Christine Balag, revenons à le titre. Le métavers, espace de confrontation. On aurait pu mettre un S à confrontation, parce que ce sont plusieurs espaces et il y a plusieurs types de confrontation. Deux questions très simples, oui ou non, et si oui, que faire? Pouf. Alors, je voulais justement dire qu'il y a quand même des choses faites en termes de régulation, pour poursuivre un petit peu le débat. Il y a une régulation européenne qui arrive, qui est le DSA, Digital Services Act, qui s'applique au métaverse et qui a été même conçu de manière à s'appliquer au métaverse. Et qu'est-ce qui s'est passé sur les questions de désinformation, de confrontation dans la lutte informationnelle? C'est qu'en fait, sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas de régulation. Pour le coup, je fais partie d'un groupe d'experts à l'ARCOM où on a auditionné pendant le Covid les élections américaines, régulièrement les plateformes. Et en fait, on s'aperçoit que les sociétés américaines en particulier ont bougé, ont fait beaucoup d'efforts dans le sens quand même de la lutte contre la désinformation. Que ce n'est pas suffisant et que du coup arrive cette régulation européenne qui est basée sur quels critères? Les critères, et ça a été dit, de accountability, c'est-à-dire et on rejoint des idées de régulation aussi sur l'intelligence artificielle. Il faut que ces systèmes qui deviennent de plus en plus complexes, parce que le métaverse, c'est de la 3D, c'est du temps réel, c'est de l'immersion, mais il peut y avoir de la blockchain, il y a du Web 3.0. Donc on cumule tous les risques de différents types de technologies dans le métaverse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand même de suivre cette régulation DSA qui impose de la transparence, qui impose évidemment de l'accountability des systèmes, et il faut que de plus en plus on comprenne comment ça marche, ces systèmes, le métaverse, et qui impose aussi
la lutte contre la désinformation, c'est-à-dire l'interdiction de contenus haineux, racistes, antisémites, etc. C'est un vœu pieux, là. Vœu pieux. Je ne crois pas que ça soit un vœu pieux, parce qu'il y a aussi dans le DSA une clause intéressante, qui est l'ouverture des données des plateformes aux chercheurs pour aller mieux comprendre comment fonctionnent ces systèmes. Et il faut absolument que des chercheurs aussi puissent accéder à des données de métaverse, et là je reviens à mon idée d'observatoire, mais pour pouvoir mesurer ce qui se passe. Tant qu'on ne peut pas mesurer ce qui se passe dans ces univers, très précisément, on ne pourra pas dire ce sont des univers de confiance, ce sont des univers de désinformation, et il faut réguler à un certain niveau. Patrick, et après je reviens à vous, mon colonel. Est-ce que oui ou non, c'est un espace de confrontation au pluriel? Si oui, que faire? Oui, alors bien sûr, c'est un espace de confrontation. On parlait de confrontation dans le champ des perceptions, mais confrontation dans le champ des narratifs. C'est-à-dire, on va raconter des histoires. Et on va peut-être d'ailleurs raconter des histoires sur mesure, c'est-à-dire que les gens vont être profilés, et en fonction de leur profil, on va leur raconter différentes histoires en appuyant sur... Voilà. Ce qui se passe pour les news actuellement. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et d'ailleurs, côté français, là, on a lancé un projet de norme pour décrypter ces mécanismes, ce qu'on appelle du nudging, hein, c'est-à-dire la manipulation subliminale. Et donc, il y a un projet de norme européen qui est piloté par la France, d'ailleurs, pour essayer de décrypter ces mécanismes de nudging et de les démonter. Voilà. Alors, on va probablement lancer quelque chose aussi sur la manipulation de l'information, la détection de la manipulation de l'information par IA. Donc, il y a des choses qui vont être faites. Je voudrais revenir sur la confiance. La confiance, enfin, j'insiste vraiment, parce que je pense que c'est clé, et ça transcende un petit peu tous nos sujets techniques. On voit bien qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de défiance, de méfiance. On ne croit plus le sachant, on ne croit plus le politique. Alors vous me direz, certains l'ont peut-être mérité, mais enfin, bon, voilà. Le problème, c'est que dans une société où la confiance, on n'a plus confiance finalement, c'est une société où finalement les échanges entre les personnes, entre les différents acteurs diminuent. Voilà. Et donc c'est une société qui est forcément en décroissance parce que finalement la confiance, c'est celle qui bâtit la prospérité, c'est celle qui bâtit les échanges. Voilà. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'échange. S'il n'y a pas d'échange, la société se rabougrit. Oui. Voilà. Et donc... On est loin de la confrontation, excusez-moi. Mais le champ de confrontation, il va être sur détruire la confiance. Si vous utilisez des outils qui racontent n'importe quoi, vous n'aurez plus confiance dans l'outil, certains, vous n'aurez plus confiance dans ceux qui vont le faire, dans ceux qui sont censés vous protéger. Parce que si l'État ne régule pas, ça veut dire que l'État a failli. Oui. Voilà. Alors, mon colonel. Alors, si vous me permettez, je voudrais resituer... selon mon entendement, la place du métaverse, en intégrant tout ce qui a pu être dit. On parle dans les armées, d'ailleurs dans plusieurs armées du monde, de M2MC, comme lieu de conflictualité, multimilieu, multichamp. Cela intègre bien sûr l'espace terrestre, maritime, aérien, extra-atmosphérique, mais également le cyberespace et l'environnement électromagnétique, pour faire simple. Et l'ensemble de ces milieux définissent le « ou » de l'action militaire. Ou avec un accent. Oui, le « ou » avec un accent, bien évidemment. Le lieu. C'est un environnement où ce sont des environnements qui sont à la fois connectés et contestés. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. En tout cas, chacun cherche à l'obtenir la première. Il entremêle bien évidemment les dimensions physiques et non physiques. Et donc les défis qui sont derrière sont des défis éminemment d'interopérabilité et de connectivité. Le but étant, à mon sens, dans ce M2MC tel que je l'ai défini, de gagner au travers du métaverse, dans le métaverse, mais pas uniquement, la guerre informationnelle. J'entends par là, c'est l'obtention d'une victoire stratégique en deçà du seuil de la guerre par le contrôle réflexif de l'adversaire, c'est-à-dire lui imposer le schéma de la prise de décision. Vous allez très vite, c'est très condensé. Guerre informationnelle, le mot existe, vous le manipulez tous les jours. Il faut mieux prévenir que guérir. C'est plus de la guerre psychologique que l'information. On est sur un autre terrain, on est sur le terrain du métavers ou du virtuel. Oui, ceci étant, comme
si je viens de définir la guerre informationnelle comme finalement la modification des perceptions afin d'agir sur les attitudes et comportements de l'adversaire, du compétiteur, de l'ennemi, in fine, eh bien, on doit pouvoir y appliquer des principes qui restent non pas intangibles, mais qui restent finalement assez constants dans la capacité à prendre l'ascendant sur l'adversaire. Ces facteurs de supériorité opérationnelle, si vous me permettez, c'est qu'ils doivent être appliqués au bon moment et au bon endroit, qu'ils soient appliqués au champ physique, au champ non physique et donc au métaverse, sont les suivants à mon sens. La performance du commandement. C'est-à-dire que lorsque vous commandez, si vous avez des opérations à commander dans le métaverse, l'organisation de votre commandement doit être aussi efficace. Les forces morales, comme je l'ai dit, qui sont un élément structurant des forces armées et de la nation plus généralement. Eh bien, elles doivent pouvoir, qu'elles soient individuelles ou collectives, elles doivent pouvoir s'exprimer au travers de ce métaverse. Et je citerai également la foudroyance, je ne le citerai pas tous, de facteur supériorité. La foudroyance, c'est la capacité finalement à agir violemment, instantanément, pour sidérer l'adversaire. Et là aussi, ce principe de foudroyance doit pouvoir s'appliquer au métaverse. Je reprends vos termes. Guerre informationnelle. Qui est l'adversaire? L'adversaire, c'est tous ceux qui sont les ennemis, mais tous ceux qui ne sont pas convaincus. Donc c'est tout le monde. Alors, Donc c'est sans doute tout le monde. Je voudrais monter d'un cran le degré de patriotisme, de citoyenneté, ou bien d'implication sur la chose militaire, que c'est pas la paix obligatoire et que la paix, ça se mérite. Vous voyez le genre de truc dans l'opinion, avec sondage de l'IFOP pour le vérifier. L'adversaire, c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est ma mère, et c'est la voisine d'à côté. En gros, il faut que vous gagniez la guerre avant de la faire, oui. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit convaincu. Et tout le monde, c'est tout le monde. L'adversaire, c'est tous ceux qui vous écoutent. Alors, au départ... Je caricature, évidemment. Oui, bien. Mais j'entends votre question. Ceci étant, on a une méthodologie pour aborder justement ce qu'on appelle, nous, les audiences ou les auditoires. Oui. Voilà. Et donc, on va les serrer au travers d'un certain nombre de processus. Et globalement, il y a 3 familles. Vous avez les populations ou les audiences, les auditoires hostiles. Il y a ceux qui sont dans le ventre mou, qui seront finalement la cible, qui hésitent, qui se posent des questions. Et puis, vous avez des auditoires qui vous sont favorables. À partir de ces 3 auditoires, finalement, dont j'ai dressé finalement un génotype assez simple, eh bien, on va avoir des actions différentes, même en termes de guerre informationnelle. Pour les premiers, on va essayer de les contenir, de les discréditer, en montrant qu'ils ne représentent pas une source d'attraction, par exemple, pour les auditoires qui sont hésitants, ou qui se posent des questions, ou qui sont attentistes. Pour les deuxièmes, on va essayer de les convaincre, finalement, de rejoindre le camp des partisans, parce que finalement, ils ont tout à y gagner. Et enfin, si je voulais faire simple aussi, dans le dernier groupe que j'ai évoqué, les auditoires qui nous sont favorables, eh bien, on va les renforcer dans leurs convictions, et on va faire en sorte de les organiser de manière à ce qu'ils travaillent en réseau. Donc vous avez les outils marketing. Bien évidemment. David, vous réagissiez aux propos de la guerre informationnelle a déjà commencé. En fait, j'ai envie de poser la question de savoir s'il faut envoyer des troupes dans le métaverse. Moi. En fait, à partir du moment où on est dans des espaces et que la régulation, en fait, ce sont bien les États qui doivent l'effectuer. Aujourd'hui, si on regarde comment ça se passe dans la réalité, on a de la police, des gendarmes, des militaires qui garantissent que dans ces espaces-là, les choses se passent comme la loi l'a prévu. Donc ce n'est pas la même régulation du tout que celle où on confie cette régulation à des acteurs privés, en fait. Et on peut peut-être compter sur les citoyens aussi pour contribuer à cette régulation. À partir du moment où il y a beaucoup de gens qui bannissent quelqu'un de leur cercle de relations, par exemple, il est probable que cette personne, finalement, elle a fait quelque chose de pas désirable. Oui. Donc est-ce qu'on ne peut pas décentraliser ? Alors, je ne réponds pas. C'est pas ça. David, c'est pas ça. Pousse au bout. J'étais perché dans mon truc. Non, David pousse au bout la logique. Il y a déjà eu des malversations dans le genre des vols, des faux NFT et puis des perversions sexuelles. Oui, tout à fait. On a décidé de mettre de la police et des juridictions. Et si demain il y a des petits États, est-ce qu'il faut mettre des armées ? Est-ce qu'il faut mettre des militaires dans les métavers ? C'est une question folle. Hein. Oui, mais je trouve que
excusez-moi de vous interrompre, mais bon, j'avais écrit dans le cadre de l'AFNOR un document qui s'appelle le territoire numérique, avec problématiques de réglementation. On s'interroge également sur l'extraterritorialité dans le numérique. Et en fait, si je reviens au concept clé qui est la construction de la confiance, on va avoir besoin, non pas de policiers dans le numérique, mais d'IA gendarmes, de patrouilleurs numériques, qui vont détecter des comportements déviants, on va dire, et qui vont les rapporter à des vraies personnes, d'ailleurs. À qui ? À une juridiction extraterritoriale ? Non, à une juridiction. Alors, après ça, toute la question, c'est de savoir si ces territoires numériques à quelle juridiction ils sont rattachés. Mais après ça, il y aura des territoires numériques qui ne seront pas forcément rattachés à une juridiction française, dans laquelle il va se passer des choses, et dans lequel il y aura aussi des narratifs, et dans lequel il faudra intervenir. Oui. Et là, il faudra peut-être... c'est plus des opérations de police, parce que ce ne serait pas un territoire numérique français, ce sera un territoire numérique étranger. Il faudra intervenir, faire de l'information, de la désinformation, au choix, en fonction de... sous l'angle auquel on se passe, de la diplomatie. Et donc, il faudra des interventions, probablement, dans des territoires numériques extérieurs. Voilà. Donc, une opération spéciale, comme dirait Vladimir. Des opérations psychologiques. Voilà. L'utopie d'aujourd'hui sera la réalité de demain. La dystopie d'aujourd'hui sera peut-être, on l'espère comme dans la réalité de demain, à Red Team, vous aviez imaginé ça ? Des troupes virtuelles dans des territoires, puisque ça existe, le mot territoire virtuel. Alors, j'ai un peu l'esprit d'escalier, je voudrais réagir à ce qui a été dit sur les narratifs. Moi, peut-être un moyen en termes de solution. Je pense qu'il faut essayer d'engager un travail au long cours sur les imaginaires collectifs pour essayer de réduire, de confiner au maximum les espaces de confrontation potentiels qui auront lieu dans les univers virtuels. Alors, comment faire ? Développer des contre-narratifs. Il faudrait que les pouvoirs publics puissent développer des contre-narratifs en s'appropriant ces outils métavers et, par exemple, essayent de développer un État au guichet. Oui. Mais il faut, dans ce cas-là, que l'usager se sente citoyen et non pas client. Donc, il y a vraiment un travail de design complexe. C'est un travail. Et y compris l'avatar. Donc il faudrait développer des espaces publics neutres, des avatars donc, qui incarnent l'intérêt général. Et il y a aussi d'autres défis en termes d'appropriation par le citoyen. On accepte d'être, par exemple, géolocalisé par Uber Eats, par La Fourchette, mais on a quand même énormément de mal à accepter que nos administrations puissent s'emparer de nos données personnelles. Oui, donc, il y a un traitement effectivement assez différenciel. Il y a des subjectivités différentes dans le rapport en fait à ces organisations qui font qu'il va y avoir un certain nombre d'épreuves. Mais je pense que le développement d'un contre-narratif, c'est vraiment un point de passage obligé. Mon colonel. Oui, alors si vous me permettez, justement, toujours dans l'esprit d'escalier, pour rebondir sur cette notion éminemment importante de narratif, ça existe dans les armées. Ça s'appelle, on emploie un terme anglo-saxon qui s'appelle la stratcom, qui est la communication stratégique et qui fixe le cadre des opérations. C'est une mise en récit de ce que les soldats, les populations, les audiences, les auditoires auxquels ils vont être confrontés, comprendront le sens de notre engagement. Ça encadre à la fois les discours, les actions, les opérations. Et à ce titre-là, effectivement, si on évoque le métavers, on peut se poser la question de l'extension de cette stratcom, de cette mise en récit, de ce narratif au champ du métavers. Vous serez un peu moins la grande muette ? J'ai l'impression de parler librement en face de mon chef, en plus. Oui. En tant que journaliste, les points de presse du ministère des Armées sur ce qui se passe en Ukraine... Alors, il ne s'agit pas... Même avec 3 jours de retard, je suis plus... Alors, il ne s'agit pas de la communication. Là, j'évoquais la stratégie de communication qui va... Et non pas la communication... Excusez-moi. Voilà. Pardon. Donc, j'évoquerai 2 points pour aller plus loin, pour tenter d'aller plus loin en ce qui concerne le métavers et la place qu'il pourrait occuper dans les confrontations. Si on essaye de prendre un peu de recul et se dire finalement, on cherche à produire des effets, un effet étant un changement d'état entre
un état 1 et un état 2, en essayant d'obtenir cet état 2 qui nous soit globalement plus favorable. On peut considérer que l'engagement dans le métavers est un engagement dans les effets et qu'il produit finalement deux actions. Il a deux finalités. La première, finalement, c'est amplifier notre action dans les champs physiques pour compenser, par exemple, la criticité de notre propre masse. Ça, c'est traditionnel. C'est traditionnel, oui et non, parce que le métavers peut-être est un facteur démultiplicatif de cette façon d'agir. Et le deuxième, au titre de la confrontation, on va chercher, au travers des effets et dans le métavers, à entretenir, développer, amplifier le dilemme tactique chez l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire, le dilemme tactique chez l'ennemi? C'est tout simplement enrayer, perturber son cycle décisionnel. C'est-à-dire celui qui décide plus vite dans une confrontation militaire, dans une confrontation armée, celui qui décide plus vite a des chances de l'emporter. Et donc, en créant ce dilemme tactique, vous allez ralentir son cycle de décision, le perturber, le dégrader, faire en sorte qu'il prenne des mauvaises décisions ou pas de décision du tout. Et donc la présence de l'armée française dans un métavers serait donc là très utile. À ce moment-là, oui, bien sûr. Tactique. Bien sûr, à ce niveau-là. Ça dépasse ça va du tactique jusqu'au stratégique. Jusqu'au stratégique, oui. Tout à fait. Sur le narratif, transformer le consommateur en citoyen, vous êtes optimiste? Je cite... Alors, le citoyen, on le voit bien, en tant que relais de la résilience, acteur et promoteur de la résilience de la nation. Et si l'armée en est un élément central, la nation en est un élément, je dirais, le plus complet. Et on voit bien que le conflit en cours, avec l'engagement des citoyens, donne en tout cas l'impression d'une transparence du champ de bataille, avec l'emploi des outils, notamment numériques et terminaux. Ceci étant, transformer, moi je ne m'engagerai pas. Hein. Moi je suis là pour protéger le citoyen. Oui. Christine, le narratif, vous vouliez réagir? Non, je ne voulais pas revenir... c'est pas sur le narratif que je voulais réagir. C'est peut-être que là, on est parti très très loin sur le métaverse. Oui. Voilà, la guerre dans le métaverse. Moi, je ne crois pas trop à la méta-guerre. En revanche, au comité d'éthique de la défense, on a travaillé sur les enjeux du numérique pour les militaires. Et on a rendu 2 avis sur les systèmes d'armes létaux à base d'intelligence artificielle, intégrant l'intelligence artificielle, et puis un autre sur l'environnement numérique du combattant. Et je voulais simplement revenir aussi à des choses très très concrètes qui se passent déjà aujourd'hui dans l'armée, à savoir des militaires qui téléopèrent à distance des drones et qui sont déjà dans des univers quelque part de 3D et de métaverse, et puis des environnements numériques dans des hélicoptères ou ailleurs qui sont extrêmement importants en termes de nombre d'écrans. Et on a remis un certain nombre de recommandations dans nos avis sur lesquelles je voulais quand même revenir parce qu'on va avoir les mêmes problèmes dans le métaverse. Des risques d'altération de l'autonomie, par exemple. Altération de l'autonomie de l'individu, des surcharges cognitives. Alors, dans le métaverse, on va être totalement dans l'immersion. Cette surcharge cognitive, elle va être absolument majeure. La chaîne du commandement, le respect de la chaîne du commandement, dans ces univers complètement numériques, ça a été évoqué, mais concrètement, c'est plus compliqué. Et puis, sur les Salia, on a bien dit que c'était des systèmes qui intègrent de l'intelligence artificielle, qui ne doivent jamais être totalement automatiques. En tout cas, on a une position assez forte contre les Salas, mais oui, sur les Salia, et donc avec un contrôle humain. Et donc, on a parlé... Explication technique, pardon. Contre les Salas pour les Salia. Les Salas, qui sont les systèmes d'armes létales automatiques, en disant que ça n'existe pas, que ce ne sont que des systèmes autonomes, que ce ne sont que des systèmes qui sont des systèmes conçus par des humains. Et donc, il faut remettre du contrôle humain derrière ça. Et on voit bien que ce sont des militaires qui opèrent à distance ce type d'armes. Et donc, il faut repenser aussi, me semble-t-il, dans le domaine militaire, la place du combattant et les risques, ou en tout cas les effets sur le militaire de ces outils numériques, le métaverse étant un univers encore plus peut-être stressant et ayant des conséquences aussi sur le militaire lui-même. Il n'y aura pas de métaguerre. Est-ce que le fantassin américain qui, à 4000 km, pilote un drone
radioguidé sur une cible à 80 km de là, c'est pas déjà un peu une métaguerre? Il est dans un conteneur climatisé avec le coca à portée de la main et il vise une cible à 4000 km de là où il est. David, est-ce que la métaguerre va exister? Je pense qu'il faut bien définir aussi les deux dimensions du métaverse. Aujourd'hui, on parle beaucoup du métaverse au sens fictionnel, au sens de l'immersion totale dans un univers qui est complètement autre que celui dans lequel on se trouve. On l'a un peu dit tout à l'heure, il va arriver des lunettes de réalité augmentée, ou en tout cas des lunettes avec un form factor, un design très léger, très peu énergivore, et qui nous permettra d'accéder à ce world twin dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire toute une couche informationnelle qui se superpose au réel. J'ai l'impression qu'on est en train de parler un peu des deux, et ce dont on parle là, c'est qu'est-ce qui se passe dans le monde réel quand on a une information digitale qui est associée au territoire, et comment l'armée vient potentiellement y trouver des données, intervenir, etc. J'ai l'impression que là, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il faut penser à ça. Moi, si j'étais le général d'état-major, je me questionnerais vraiment sur cet avenir-là. Mais cet avenir-là, aujourd'hui, il est assez lointain. On l'a dit tout à l'heure. Les périphériques de visualisation et d'interaction grand public ne sont pas encore présents. Mais quand ils vont arriver, je peux vous dire que Apple et Google auront une sacrée avance sur tout le monde. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous prenez votre voiture et que vous mettez Waze, il y a une boîte américaine rachetée par Google, quelques milliards d'euros, qui décide de comment vous allez cheminer dans le monde réel. Donc, et ça, ce n'est pas sur notre territoire, ce contrôle-là. Donc là, je pense qu'il y a un gros boulot à faire pour garantir la sécurité dans le monde réel. Précaution. Mais là où je voulais en venir, et ça, c'est lointain. Et maintenant, il est déjà 48. Ouais. Vas-y. Maintenant, maintenant, à des échelles de temps relativement plus proches, je voudrais réagir sur ce qu'a dit Christine, et qui parle de surcharge cognitive dans le métaverse. Et moi, je dis exactement le contraire. Ah bon ? J'aime bien la polémique. Ah. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on pense métaverse, tout le monde se dit dans le grand public encore plus de numérique, encore plus de fabrication de périphériques qui vont nécessiter des terres rares, etc. Et encore plus de contrôle de surveillance capitalisme. Donc ça, c'est effectivement la croyance sociale la plus grande. Moi, je dis le contraire. Je dis que le métaverse, c'est l'occasion de remettre le corps dans la boucle, et donc des relations sociales entre les personnes qui vont être bien plus présentes. Je ne sais pas si on peut parler d'une relation présente, mais en tout cas, les personnes, les uns avec les autres, vont avoir des relations où la présence de l'autre va être bien plus intense que quand on est en train de mettre du texte sur un wall d'un réseau social. Où quelque part, on se dit, ouais, bon, je ne le connais pas vraiment, etc. Maintenant, cette situation-là qu'on est en train de vivre, d'interaction entre nous là, avec vous, etc., elle est très, très réelle. Et la réalité virtuelle immersive, telle qu'on la fréquente et qu'on la pratique depuis quelques dizaines d'années dans les communautés où je suis, elle cultive cette présence, et son argument numéro 1, son unique selling point, c'est la présence sociale et la présence spatiale. Et donc, du coup, ça change complètement tout, parce que la surcharge cognitive, on la trouve dans Zoom aujourd'hui, par exemple. Parce qu'en fait, on nous demande d'utiliser une partie de notre cerveau qui n'est pas adaptée à cet usage-là. Décoder des signaux faibles visuels sur des visages avec uniquement une toute petite partie. Non, la vraie vie, c'est ça. Oui. C'est des mouvements de tête, c'est une présence. Et ça, c'est clé. On est malheureusement en retard. Il y a une autre forme d'interaction, c'est de boire des coups ensemble avec un café. Et c'est important de garder ce temps-là. On va juste avant la pause. Très rapidement, puis après, je vous demande une phrase ou un mot pour conclure. Oui. Mon colonel. Simplement pour revenir sur le débordement informationnel, la surcharge cognitive. Dans les armées, l'armée de terre en particulier, on a déjà finalement, en quelque sorte, des métavers. J'en veux pour preuve le système Scorpion, qui est un système de numérisation de l'espace de bataille, où l'intégration de l'information se fait de manière verticale,
du bas vers le haut, et de manière horizontale, avec les autres fonctions opérationnelles. L'avantage de ce système, au-delà de ses capacités techniques, c'est que la bonne information, la juste information arrive au niveau de commandement considéré. Et donc là aussi, c'est pour éviter, puisqu'on a placé l'homme au centre du processus, pour éviter cette surcharge informationnelle et cette surcharge cognitive. Une phrase, c'est possible? On commence par vous. Oui. De conclusion. Une phrase de conclusion. On parle beaucoup, avec ce monde numérique, de monde de réalité augmentée, de monde augmenté, ainsi de suite. Moi, je voudrais vraiment qu'on réfléchisse tous ensemble sur le fait que le jour où on n'a plus accès à ce numérique, est-ce qu'en fait l'individu n'est pas en train de devenir un individu diminué? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on perd. On ne sait plus réfléchir tout seul. On a besoin de quelque chose, on ne sait plus chercher. On fait sur Google et on prend le premier truc qui se présente. Voilà. Et donc, il y a ce danger d'individus diminués qui perd en capacité cognitive, en fait, à force d'être trop assisté. Christine? Moi, j'ouvre deux champs. Le premier, c'est la formation. Je pense que le métavers, c'est absolument extraordinaire dans le champ de la formation, de la simulation de situations, y compris, bien sûr, dans le domaine militaire. Et le deuxième champ, un peu polémique, c'est quand même l'environnement. Il faut absolument s'emparer de cette question de l'impact sur l'environnement de ces technologies. On en parlera avec la troisième table ronde. David? Pas facile une phrase. Si. Aujourd'hui, il y a un rapport qui a été publié conjointement par le ministère de la Culture et la délégation numérique du ministère de Bercy. Je pense qu'il serait souhaitable que le prochain rapport inclue le ministère des Armées et en tout cas des personnes qui réfléchissent sur cette dimension-là et viennent enrichir le débat à la fois du savoir et le débat économique aussi, puisque quelque part l'armée a souvent financé des avancées tech super puissantes. Donc pourquoi pas aussi dans le métaverse auprès d'une communauté de personnes qui pensent et qui font dans la filière digitale française. Excusez-moi, elle était longue ma phrase. Mais non. Non, je terminerai par vous si ça vous gêne pas, mon colonel. Non, pas du tout. Christine, un mot, une phrase. Virginie, pardon, excusez-moi. Pardon. Oui, peut-être 2 points. Dans notre scénario Red Team, on avait réfléchi à comment sécuriser le réel et jusqu'où doit-on intervenir. Alors c'est un enjeu, politico-militaire, de savoir dans ces univers modifiés jusqu'où pouvons-nous intervenir pour modifier le réel pour aboutir à un réel commun partagé. Jusqu'où cela doit-il être régulé par l'État? Le réel commun partagé. Comment Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, qui est plus une question, les sens ont une histoire politique. Et on fait société parce qu'on voit, on partage des événements, on va prendre des pots. Dans quelle mesure ces univers-là vont-ils modifier cette histoire politique des sens ? Et donc vont nous amener finalement à nous repenser collectivement différemment. Nous repenser collectivement différemment dans cette histoire des sens. Oui. C'est joli, hein, mon colonel? Alors, moi, j'aurais 2 points. Un qui, finalement, reprend ce qui a été dit peut-être par les 2 tables rondes. Dans le cadre de la conflictualité dans le métaverse, il nous faudra imposer ou trouver nos standards technologiques. Ça, c'est le premier point. Tout simplement parce qu'ils nous permettront d'avoir ce contrôle réflexif, imposer nos outils à l'adversaire dans sa prise de décision. Et le deuxième, c'est replacer finalement l'humain au centre de tout, comme étant la finalité et le début. Et j'entends par là qu'il faut remettre l'analyse de l'environnement humain des opérations au centre de toute réflexion sur le métaverse. Mettre l'humain au centre de... Plus qu'hier encore? Oui, plus qu'hier. Plus qu'hier encore, avec la numérisation. Oui. En gros, plus on se numérise, plus il faut de l'homme. Exactement. Merci. Est-ce que Annabelle ou Tanguy, on ne va pas prendre 2 questions, je suis désolé, mais une seule question, parce que la pause café est quand même très, très importante pour l'interactivité. Rapidement, c'est une remarque du colonel Bruno de Saint-Nicolas qui nous explique que la guerre pourrait commencer dans le métavers. Est-ce que le métavers, finalement, est le champ de bataille naturel des cognitive wars?
Fair. Des cognitives? Warfare. Warfare. C'est un concept de l'OTAN. Mais, très vite, David et le colonel, je pense. On a répondu en fait. Les questions, le problème, c'est que la question est arrivée un petit peu après. Annabelle, elle a une deuxième question. Ou alors une question dans la salle, peut-être, je ne sais pas si. Oui, il y a, Philippe, un micro là-bas, si c'est possible. Une question plutôt de l'ordre juridique. Si le métavers se trouve hors des juridictions nationales ou européennes, quelles sont les armes pour la confrontation? Merci. Je vais répondre parce que juste, on a appris hier que Facebook a été condamné à 256 millions de dollars par l'Union européenne pour ne pas avoir su protéger suffisamment des données. 256 millions de dollars, d'euros, ça fait beaucoup. Hein. Oui, pour nous, pour eux, c'est rien. C'est un quart d'heure de chiffre d'affaires. Il se trouve que dans le travail qu'on fait sur la souveraineté numérique là, au niveau européen, on a un scénario qui s'appelle Métavers sur une constellation de satellites privés. Voilà. C'est-à-dire que la constellation de satellites privés, elle échappe à toute juridiction numérique, pour peu que la société qui la possède soit elle-même dans la constellation. Bref. Et ça pose vraiment la question du contrôle de ces sociétés, parce que finalement, comment imposer une société qui est complètement dans le virtuel, mais pourtant qu'on paye. Donc, il y a des vraies questions de juridiction et de contrôle et d'interdiction de certains sites. Oui. Et les Ukrainiens disent merci à Starlink, le téléphone satellite fourni par un gentil bénévole américain. Pas si bénévole que ça. La dernière question, pardon. Oui, bonsoir. Bonjour Aurore Chevalier. Parlez, je vous en prie, très près du micro. D'accord. Bonjour Aurore Chevalier, je suis j'ai été conseiller technique défense et affaires étrangères au Parlement pendant à peu près 20 ans. Et donc je trouve ça très intéressant. Une petite question sur la régulation, évidemment. Quand est-ce que les élus s'en emparent? Parce que c'est des sujets, on parle de formation, mais il faut une formation sociétale, mais aussi des élus. Et où est-ce que vous, dans vos différentes parties, vous faites de l'influence auprès des élus, parce qu'ils en ont besoin? Alors, et la deuxième question, ça c'est sur la régulation. On avait dit une, allez-y. Juste, est-ce qu'en termes concrets, près du micro, je vous en prie. Vous n'auriez pas... Non, si je suis de... Est-ce que c'est une question pour Red Team, est-ce qu'on n'aurait pas imaginé un conflit dans le métavers qui s'infiltre dans le réel? Comme on a des conflits qui s'exportent par les communautés. Le plus connu, c'est Israël-Palestine, mais on a des manifestations qui dégénèrent. Est-ce que ça, on a du métavers aux rues de Paris? Alors, les élus, la formation des élus. On leur a tous fait des petits cours sur l'écologie pour qu'ils sachent plus de quoi ils parlent. Ils ont été obligatoires et gratuits. Demain, le métavers. Moi, j'ai eu des entretiens avec des parlementaires. Je m'aperçois que nos parlementaires font de la politique, bien sûr. Alors en anglais on dit AI literacy, c'est-à-dire leur compétence en matière numérique et IA est très 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 limitée. Ouais. Et c'est un vrai problème parce que finalement, si on veut bien réguler, il faut de la compétence. Voilà. Et malheureusement, et ça c'est un des problèmes français, c'est-à-dire que l'administration s'est coupée de certaines compétences. Il y a de moins en moins de compétences régaliennes et on s'appuie de plus en plus sur des compétences privées, courtes, très biaisées. Voilà. Et donc ça, c'est le problème de la compétence des élus, des décideurs et régaliennes, mais des décideurs y compris dans certaines entreprises. Hein. Il y a des décideurs qui prennent oui. sans savoir ce que c'est. Hein. On peut décider d'investir dans les chatbots parce que... mais ils ont un DSI. Je voudrais qu'on fasse très très court. Je vous en prie, Christine. Oui, très court. Historiquement, ça fait des années que j'ai essayé de sensibiliser des élus par différentes manières. Il faut aussi savoir qu'est-ce que c'est qu'un parlementaire. Un parlementaire, il va tous les week-ends voir ses citoyens. Et ce n'est pas les questions que lui pose le citoyen. Oui. Le citoyen lui pose des questions sur l'équipement en ordinateur, la fibre optique, etc. Et donc, il y a un gap entre ce que l'on fait aujourd'hui, entre experts, etc., et le citoyen, dont les demandes sur le numérique n'ont rien à voir avec le métaverse. David, très court. C'est
très précisément la vocation des associations françaises qui sont fédérées au sein du CNXR, Conseil national de la XR, qui porte ce nom-là pas par hasard, et qui s'est auto-saisi en fait, de cette problématique et qui a vocation à être l'interface privilégiée des grands décideurs publics, donc financeurs et législateurs, pour les éclairer via des communautés de professionnels qui pratiquent ces domaines-là depuis des siècles, enfin des années. Et pour conclure, pour ajouter le sérieux ludique, l'idéal serait que tous les sénateurs et tous les députés aillent le 12 avril prochain à Laval. On a été bon là. Voilà, petite pause. Ah, une question, oui. Il faudrait qu'il soit invité. Il faudrait qu'il soit invité. Il faudrait qu'il soit invité, monsieur le directeur. Voilà. C'est Alexandre qui a on a le temps de réfléchir. On va regarder si le directeur nous invite, vous invite tous, n'est-ce pas? On en parle. On se retrouve à 11h20 ici même, 11h19 pour être sûr de commencer à 11h20. Bon café, je vous signale, dans la cour, le CEA qui a des choses formidables à vous montrer, si vous le voulez bien. Merci à tous. Bon.